Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener à Nyon, au détour d'une rue, pour qu'on aille voir ensemble la fontaine dite du Maître Jacques. Nous sommes dans la rue de la Rive et face à nous se trouve une fontaine dont le bassin date du 19e siècle et dont la statue est bien plus ancienne puisqu'elle date du 16e siècle. Aujourd'hui, une fontaine en ville, ça sert surtout à se désaltérer ou à faire boire son chien. Mais jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment essentiel. Il s'agissait parfois du seul point d'eau accessible, donc évidemment on y vient pour y boire et pour y chercher de l'eau, mais pas seulement, on y vient aussi pour rencontrer des gens, pour discuter. En bref, c'est un lieu de sociabilité. Dans le dictionnaire d'histoire de l'art du Moyen-Âge occidental, on peut lire la chose suivante. Si la fonction vitale et hygiénique des fontaines paraît indéniable et correspond à un goût pour l'utilisation d'une eau non stagnante, elle s'accompagne toutefois d'autres usages et d'autres significations. Elle constitue d'abord un lieu de sociabilité, notamment féminine. Et parfois, elles sont aussi considérées comme des lieux à forte portée symbolique. Certaines sont supposées avoir des vertus magiques ou pouvoir provoquer des miracles religieux. Et dans d'autres cas, elles ont un usage beaucoup plus terre-à-terre, comme par exemple le lieu de l'expression du pouvoir politique. Si je reprends le dictionnaire, il nous précise également, justement, à propos des fontaines dans l'espace public, qu'elles peuvent servir à magnifier l'autorité communale, souvent commanditaire de l'œuvre. La fontaine, c'est donc un lieu qui répond à des besoins vitaux, mais aussi à des pratiques du quotidien, à des pratiques sociales, et ce jusqu'à assez tardivement dans certaines régions, 19e voire 20e siècle. Mais notre fontaine, on l'a dit, elle a en partie été construite au 16e siècle. Et justement, à cette période, de nombreuses villes qui se situent sur le territoire de la Suisse actuelle rénovent ou édifient de nouvelles fontaines. À ce propos, l'historien Olivier Christin nous explique, je cite, « Au cours du XVIe siècle, de nombreuses localités de Suisse occidentale, de taille et de statut différents, rénovent ou édifient des fontaines ornementales en pierre, caractérisées par l'utilisation d'un décor abondant, sur le bassin et surtout sur le pilier central, qui devient une véritable colonne supportant un groupe sculpté. » Alors, comment expliquer ça ? Eh bien, c'est en partie dû à la présence de nouveaux dirigeants dans l'espace roman, en l'occurrence les Bernois. À Nyon, ils sont au pouvoir dès 1536, la date de la conquête du Pays de Vaud. Construire une fontaine, c'est donc à la fois utile et stratégique. C'est un objet du quotidien que tout le monde voit tout le temps, tous les jours, auquel il se rend de manière répétée. Bref, c'est parfait pour affirmer sa présence. Alors regardons de plus près notre fontaine, et plus particulièrement ce qui se trouve sur ce qu'on appelle la chèvre, c'est-à-dire le pilier central. Le sujet de la fontaine n'est pas anodin. On voit un homme debout qui porte un chapeau à plumes, un bouclier et qui tient dans sa main un drapeau. Ce personnage, c'est ce qu'on appelle un banneret. Il s'agit, comme nous l'explique le DHS, du porte-drapeau dans la milice d'un prince, d'une ville, d'un quartier urbain, d'un bourg, voire d'une région. Et puis ce statut va évoluer au point de devenir l'une des plus hautes fonctions de l'administration publique. Ainsi, dès 1536, les Bernois placent des bannerets dans des hauts postes de l'administration civile des différentes villes conquises. Je vous ai dit que la statue portait le nom de Maître Jacques, mais on ne sait pas qui elle représente vraiment. Et dans le fond, c'est pas vraiment ça qui est important. Il faut plutôt la voir comme une allégorie, une personnification du pouvoir bernois et du banneret. Et ce n'est pas un cas isolé, on retrouve des statues et des fontaines du même type dans d'autres villes, par exemple à Payerne, à Berne ou à Neuchâtel, pour ne citer que quelques exemples. Par contre, chacune de ces statues a ses propres caractéristiques. Sur notre statue, par exemple, on peut remarquer le choix des couleurs, le bleu et le rouge, et puis on remarque aussi le petit poisson argenté qui se trouve sur le bouclier, qui est en fait représenté sur les armoiries de la ville de Nyon, comme vous pouvez encore le voir aujourd'hui. Concernant l'histoire de la statue, on sait grâce aux archives qu'elle a été commandée par le conseil de la ville de Nyon en 1546 à un sculpteur originaire de la région de Neuchâtel, qui s'appelait Pierre Mottet, mais dont on n'a malheureusement aucune autre information. Ce qui est malheureusement très fréquent à cette période. Par contre, on en sait un peu plus sur l'histoire de la fontaine, et notamment qu'à la base, elle ne se trouvait pas du tout à la rue de la Rive, mais qu'elle était située au centre de la place du marché de Nyon. En fait, on l'a déplacée en 1810. On l'a trouvée notamment un peu indécente parce qu'elle portait un coquillage placé entre les jambes de la statue du banneret. Et puis bon, surtout, le bassin de la fontaine était abîmé et l'eau fuyait. C'est donc l'occasion de refaire la fontaine et finalement, on décide de quand même garder la statue tout en lui enlevant son coquillage
et en la replaçant sur un bassin déjà existant datant de 1736, qui est celui qu'on voit encore aujourd'hui. Ça nous montre aussi que certains objets qui ont l'air particulièrement fixes ont en réalité connu différentes évolutions et ont pu être déplacés. Et non seulement elle a été déplacée, mais la statue dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, eh bien c'est pas du tout celle de 1546. En fait, en 1938, un homme qui avait vécu une soirée un peu trop arrosée s'est dit que ce serait une super idée de grimper sur la fontaine. Malheureusement, la statue n'a pas tenu le coup et s'est cassé la figure et a perdu quelques morceaux au passage. On la restaure et on en profite pour faire un moulage qu'on va placer sur notre fontaine. L'original, quant à lui, on le conserve dans les réserves du musée. Alors tout ça, ça pose la question du vrai. Est-ce que finalement ça aurait été plus pertinent de remettre l'original en place malgré les risques et les aléas auxquels ça peut l'exposer? La question reste ouverte, mais en tout cas, je crois qu'on a pu voir aujourd'hui qu'en se basant sur cette copie, on a pu en tirer beaucoup d'éléments et comprendre aussi les enjeux et le contexte qui tournent autour de la statue. Et puis, elle reste un élément marquant de la rue, plusieurs siècles après sa réalisation, même si on oublie parfois d'y jeter un coup d'œil. Donc vous l'aurez compris, je vous invite à vous y rendre la prochaine fois que vous serez de passage à Nyon. Et petit détail et surtout comble du succès, notre statue s'est retrouvée dans les aventures de Tintin, et plus particulièrement dans l'affaire Tournesol. Vous la voyez ici en petit, derrière Tintin et le capitaine Haddock. Ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit de Nyon qu'on voit dans cette aventure, je vous invite donc à aller marcher sur leurs pas à Nyon. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la fontaine du Maître Jacques de Nyon. On se retrouve bientôt dans la bibliothèque pour une nouvelle pépite.